Un grave accident sur l'autoroute A11, un camion citerne rempli d'essence se couche sur la chaussée et prend feu. Il y a 3 morts. Bison Futé annonce un week-end particulièrement chargé dans le sens des retours. Au Congo, la chute de Kinshasa apparaît être une question d'heure ou de jour. La France et l'Angleterre demandent à leurs ressortissants de quitter le pays. Nouvelle scène de discorde dans l'opposition. Gilles de Robien déchire sa carte de démocratie libérale pour protester contre l'arrivée de Jacques Blanc dans le parti d'Alain Madelin. Comment exploiter encore et toujours la légende du Titanic en remontant des morceaux d'épave et en vendant à prix d'or les droits de retransmission aux chaînes américaines. Et puis ce soir, ce sera la nuit des étoiles. Vous serez nombreux à les observer un peu partout en France. Nous rejoindrons Claude Sérillon et ses invités à Toulouse. Madame, Monsieur, bonsoir. Le week-end s'annonce chargé et dangereux sur les routes. Déjà, un accident spectaculaire sur l'autoroute A11 ce matin, près de la Ferté-Bernard, dans la Sarthe. Un camion-citerne qui transportait de l'essence s'est couché en travers de la chaussée et a pris feu. Il y a 3 morts. Thierry Curté et Jacques Gérard. La citerne s'est instantanément enflammée, racontent les premiers témoins. L'incendie était visible à plusieurs kilomètres à la ronde. La chaleur dégagée par les 25 000 litres d'essence en feu n'a laissé aucune chance au chauffeur du poids lourd comme aux 2 passagers du véhicule qui suivaient. Il ne reste rien de la citerne, elle a fondu. L'incendie s'est propagé aux champs avoisinants. Les flammes se sont arrêtées à une centaine de mètres de ce centre de stockage de gaz. Les circonstances exactes de l'accident sont encore mal définies. Le camion-citerne s'est couché en travers de l'autoroute. Mais avant, il a heurté le mur central. Il s'est peut-être aussi accroché avec la voiture. Il semble que le chauffeur du poids lourd ait eu le temps de se dégager et de se saisir de son extincteur. On l'a retrouvé hors de sa cabine, mais la fournaise ne lui a pas laissé le temps d'agir. Le feu s'est déclaré aux environs de 11 heures a priori et il a duré jusqu'à pendant 2 heures quasiment. Il y avait beaucoup de monde sur l'autoroute à ce moment-là? Vous imaginez bien, comme nous sommes un week-end de pré-départ, le week-end du 15 août, il y avait un certain nombre de personnes et il est heureux que cet accident dramatique ait eu lieu à cette heure-là et non pas beaucoup plus tard, parce que vous imaginez les conséquences. Et malgré cela, il y eut plusieurs kilomètres de bouchons dans chaque sens entre Paris et Le Mans. L'autoroute est restée fermée plus de 4 heures. Il faudra sans doute du temps aux enquêteurs pour savoir ce qui s'est exactement passé ce matin sur l'autoroute A11 en direction des vacances. Cet accident intervient, je vous le disais, au début d'un week-end que Bison Futé annonce particulièrement chargé et alors que sont publiés les mauvais chiffres de la sécurité routière. Le nombre des tués a continué d'augmenter au premier semestre malgré une légère baisse en juin. Alors prudence si vous prenez la route. L'enquête sur les pirates de la route, l'un des suspects interpellés hier a été mis hors de cause. Le gang des pirates s'était simplement servi de son nom. De sources judiciaires, on précise qu'ils reconnaissent tous les faits qui leur sont reprochés, à l'exception du viol, qu'ils imputent au seul leader du groupe. Et puis, dans l'enquête sur l'agression contre le gendarme Nivelle, l'un des hooligans allemands a été confronté aujourd'hui avec 2 témoins. De cette confrontation dépendra son éventuelle remise en liberté. Au Congo maintenant, la rébellion semble progresser d'heure en heure vers Kinshasa où l'électricité n'a été que partiellement rétablie. Devant la détérioration de la situation, l'Angleterre demande à ses nationaux de quitter immédiatement le territoire et la France a envoyé sur place un Airbus pour rapatrier ses ressortissants. Nous reviendrons dans un instant sur cette information avec les explications de Jean-Marc Ilouz. Mais d'abord, 3 nouveaux massacres en Algérie. Au total, ce sont 16 personnes qui ont été tuées la nuit dernière dans les régions d'Aïn Delfa au sud-ouest d'Alger et de Lagouat à 400 km au sud de la capitale. Ces massacres sont bien sûr attribués par les autorités au GIA, au groupe islamique armé. La Chine maintenant, la situation continue de s'aggraver dans le nord-est du pays où une digue importante vient de se rompre près d'une ville près de 9 millions d'habitants. Les champs pétrolifères qui alimentent plus du tiers du pays sont également menacés. Jérôme Laurent. Des digues humaines, ultime rempart pour lutter contre les fleuves en crue. Dans cette scène incroyable, on peut lire toute la détresse, toute l'impuissance d'un peuple face à ces inondations catastrophiques. Et ce n'est pas fini. En ex-Mandchourie, dans l'est du pays, un couvre-feu de 24 heures a été décrété ce matin dans les principales villes en prévision de l'arrivée d'un nouveau pic de crue.
qu'on fait surtout, c'est d'évacuer les populations dès lors qu'il y a véritablement un danger immédiat. Sinon, les gens eux-mêmes, d'eux-mêmes d'ailleurs, partent, quittent leur maison, vont s'installer sur les digues, parce que les digues sont en général les ouvrages les plus élevés qui se trouvent dans les zones inondées. Donc les gens s'installent sur les digues, vivent carrément toute la journée sur la digue. Dans le Yangtze-Kiang, la rupture accidentelle d'une de ces digues aurait causé la mort de 78 personnes. 30 000 autres ont été blessés ou sont tombés malades. Il est très aléatoire pour l'instant d'établir un bilan précis des victimes de ces inondations. Il est très difficile de savoir exactement combien de morts ces inondations ont déjà fait. Les Chinois eux-mêmes disent que ce sont les inondations les plus catastrophiques depuis 1954. Et en 1954, les inondations avaient fait 33 000 morts. Donc ça peut vous donner une idée de l'ampleur, effectivement, du bilan des victimes. Et ces inondations historiques ne sont pas encore terminées selon les météorologues. Ils annoncent un regain de crue pour les 5 jours à venir. Pour y faire face, la communauté internationale se mobilise. 12 millions de dollars de dons ont d'ores et déjà été alloués aux victimes. La France vient de débloquer une nouvelle aide d'1,5 million de francs. Jacques Chirac adresse ce soir des messages de solidarité au président et au Premier ministre chinois qu'il assure de son soutien et de sa sympathie. Au Congo maintenant, la rébellion semble progresser d'heure en heure vers Kinshasa, je vous le disais, où l'électricité n'a été que partiellement rétablie. Devant donc cette détérioration, l'Angleterre et la France demandent à leurs nationaux de quitter le territoire. Jean-Marc Ilouz. J'apprécie la grande mobilisation de la masse congolaise. L'optimisme de rigueur du président Kabila, les manchettes victorieuses de la presse gouvernementale, les manifestations sur commande des volontaires se seront révélées impuissantes à empêcher l'étau de se resserrer encore autour de Kinshasa. Le barrage d'Inga, à l'ouest de la capitale congolaise, est-il, après les ports, les bases pétrolières et militaires de l'embouchure du fleuve Congo, lui aussi tombé aux mains des rebelles? Kinshasa affirme que non, mais pendant 24 heures, les Kinois ont été totalement privés d'eau et d'électricité. Mais si aujourd'hui Kinshasa est asphyxié par l'ouest, c'est à Goma, à l'est, près des frontières ougandaises et rwandaises, que reste le centre opérationnel de la rébellion. Ce nouveau venu sera peut-être demain le successeur de Kabila. Voici Jean-Pierre Ondékané, patron de la 10e brigade qui règne sur la région de Goma. C'est lui qui, avec l'aide de ses frères Tutsis du Rwanda, semble diriger la révolte des déçus de Kabila. Il semble disposer d'une logistique très au point, si l'on en croit ces images, tournées hier à l'hôpital de Goma. Ces soldats blessés sur le front ouest ont donc pu être transportés sur près de 2000 km. Les rebelles disposeraient de 4 avions gros porteurs pour aller d'un front à l'autre. Parce qu'en plusieurs endroits, l'armée de Kabila s'est purement et simplement ralliée aux mutins, tout pourrait rapidement basculer à Kinshasa où le nouveau chef d'état-major a été limogé. Les militaires français préparent déjà via Brazzaville un dispositif d'assistance aux ressortissants étrangers. Et justement, on apprend ce soir que 3 avions militaires français se sont, comme on dit, prépositionnés sur l'aéroport voisin de Brazzaville. En Russie, Boris Eltsine tente comme il peut de rassurer son monde sur la crise économique et financière que traverse son pays. Pas question, a-t-il dit, de dévaluer le rouble et pas question non plus d'interrompre ses vacances pour ne pas dramatiser la situation. Boris Eltsine a quand même critiqué ouvertement son ministre de l'économie en disant qu'il n'y comprenait rien et il a également demandé aux députés russes de se réunir en session extraordinaire pour examiner la situation. L'enquête sur le double attentat de Nairobi et de Dar es Salaam contre les ambassades américaines en Afrique. Selon la presse américaine, les enquêteurs auraient trouvé des traces de nitrate d'ammonium et de combustible sur les lieux de l'attentat. C'était un mélange du même type qui avait été utilisé dans l'attentat d'Oklahoma City et qui avait fait 168 morts. C'était en avril 1995. Le président américain Bill Clinton, lui, prépare sa défense dans l'affaire Monica Lewinsky. Son audition est prévue lundi devant le grand jury et selon certaines sources, il pourrait admettre avoir eu un contact sexuel avec l'ancienne stagiaire de la Maison-Blanche. Un contact, mais pas de relation sexuelle au sens où on l'entend d'habitude. François Cornet. Et si Clinton avait dit la vérité, il pourrait effectivement ne jamais avoir eu de relation sexuelle avec Monica Lewinsky, selon sa propre définition des rapports intimes. Dans sa déposition sous serment devant le grand jury, la jeune femme aurait affirmé la semaine dernière qu'elle et Bill Clinton s'étaient limités à certains jeux sexuels. Seulement des caresses, des baisers et une dizaine de rapports bucco-génitaux. Bill Clinton ne considérerait pas dès lors leurs ébats comme des relations sexuelles.
Lorsqu'il déclare publiquement en janvier dernier ne jamais avoir eu ce type de relation avec mademoiselle Lewinsky, Clinton joue-t-il avec les mots et les faits? Peut-il aujourd'hui être accusé de parjure? Son témoignage à distance lundi prochain devant le grand jury constituera le point d'orgue du duel sans merci qui l'oppose au procureur Kenneth Starr, le magistrat conservateur. Tout pourrait se jouer dans la défense de Clinton sur la définition d'une relation sexuelle. Sa stratégie et celle de ses défenseurs pourrait consister à reconnaître un certain comportement avec Monica Lewinsky sans s'écarter de sa déclaration de janvier dernier. Il pourrait affirmer ne pas avoir menti dans la mesure où un rapport bucco-génital n'est pas selon lui un rapport sexuel classique. Il est peu probable que les Américains acceptent ces éventuelles subtilités. 87% d'entre eux considèrent que Bill Clinton et Monica ont bel et bien eu une liaison, mais il semble que les Américains soient aujourd'hui au moins aussi nombreux à être agacés par l'importance donnée à cette aventure. La politique refait son apparition en France en cette veille de 15 août avec le geste spectaculaire de Gilles de Robien devant les caméras de nos confrères de France 3. Il a tout simplement découpé sa carte de démocratie libérale pour protester contre le ralliement de Jacques Blanc au mouvement d'Alain Madelin. Jacques Blanc célèbre pour ses accords passés dans sa région avec le Front National. Sur cette nouvelle scène de discorde à droite, les explications de Michael Darmon. Il a profité du mois d'août pour rebondir. Jacques Blanc rejoint donc le groupe parlementaire de démocratie libérale, un parti dont il a été mis en congé. C'était en mars dernier, à la suite de l'élection à la présidence de sa région avec l'appoint du Front National. Mais au petit jeu des coups politiques du mois d'août, Gilles de Robien lui a aujourd'hui volé la vedette. L'ex-président du groupe parlementaire de démocratie libérale, interviewé en direct, avait préparé sa réaction. Et donc je déchire, mais comme elle est en plastique, je coupe ma carte démocratie libérale. Je n'ai plus rien à faire avec cette famille qui n'a plus d'idéal républicain. C'est un triste jour pour l'opposition parce que c'est une faute morale. C'est l'idéal républicain qui est aujourd'hui brisé au sein de la famille de l'ancien parti républicain repris par M. Madelin. Un dernier épisode qui ravive ainsi la guerre des libéraux entre les partisans d'Alain Madelin et ceux de François Léotard. Ces derniers accusant Alain Madelin de vouloir se rapprocher du Front National. Et à démocratie libérale, l'attaque de Gilles de Robien déclenche un nouveau tir de barrage. Moi je déplore le cinéma, le geste un peu théâtral et je dirais même un peu grotesque et attristant de Gilles de Robien, parce que Gilles de Robien sait très bien qu'il n'est pas question qu'il y ait un accord entre nous et le Front National, et c'est très bien que de toute façon nous avons à travailler tous ensemble. Et j'aurais aimé de sa part qu'il soit au moins tolérant vis-à-vis de nous qu'il l'est vis-à-vis des socialistes. Cette crise entre les libéraux est passée des coulisses à la place publique depuis la récente mise en examen de François Léotard pour une affaire de financement où démocratie libérale s'est ni plus ni moins portée partie civile. Et tout ce petit monde doit se retrouver à la rentrée pour une grande réunion de famille. Elle promet d'être mouvementée. Martine Aubry et Dominique Strauss-Kahn se félicitent tous deux des bons chiffres sur le marché de l'emploi. Au deuxième trimestre, l'emploi salarié a en effet augmenté de 0,5% en un an. Des entreprises privées et semi-publiques ont créé en France 266 000 emplois. Une bonne et une moins bonne nouvelle pour les bénéficiaires du fameux amortissement Périsol. Il permet, vous le savez, une déduction fiscale très attractive pour ceux qui investissent dans l'immobilier locatif neuf. Cette mesure ne sera pas supprimée par le gouvernement, c'est la bonne nouvelle. Mais en revanche, il y aura sans doute une contrepartie sociale. Les explications de Jean Pézieux. Les Français qui ont acheté un logement locatif neuf peuvent amortir 80% de leur investissement. Résultat de cet avantage fiscal, pour un appartement de 800 000 francs, l'acquéreur fait en moyenne une économie d'impôt de 130 000 francs. Le gouvernement avait pensé supprimer cet amortissement Périsol. Devant les protestations des professionnels, il a décidé de le prolonger jusqu'au 31 août 1999, mais à plusieurs conditions. D'abord, les loyers seraient plafonnés. Ils ne pourraient dépasser 75 francs le mètre carré à Paris et en proche banlieue, 65 francs pour l'Île-de-France, 50 francs pour les grandes villes et 45 francs pour le reste du pays. Ce plafonnement durerait 9 ans et les logements seraient réservés à des locataires modestes. Troisième mesure, on réduirait la part de l'amortissement de 80 à 50%. Selon les professionnels, toutes ces conditions devraient dissuader de nombreux épargnants d'investir dans le logement locatif. La construction neuve privée pourrait perdre 20 000 logements par an, soit 40 000 emplois dans le bâtiment.
Revenons maintenant sur la disparition de Nino Ferrer. Le chanteur a choisi de nous quitter hier, à la veille de ses 64 ans. Il avait le sang bleu de l'âme. C'était un aristocrate de la beauté et de l'art, dit aujourd'hui à propos de lui Claude Nougaro. Muriel Assaga et Xavier Arias se sont rendus sur ces terres à Montcuq pour essayer de percer le mystère de cet homme qui avait choisi de fuir le show business. Regardez-moi, ne m'oubliez pas. Sur ces terres du Quercy, personne ne pourra l'oublier. Dans ce sud où Nino Ferrer avait choisi de se préserver à l'abri d'un monde trop agité. Derrière ces arbres, dans sa noble demeure, la vie s'écoulait différemment. Je pense que les gens vont réagir comme je l'ai fait, c'est-à-dire un grand vide. Ils vont se rendre compte que Nino avait pris une place dans notre région et puis cette place, il l'a laissée vide parce qu'il l'a souhaité. Et ça, les gens vont en être très malheureux. Parce que Nino avait su se faire aimer. Dans ce village où il venait fréquemment, les souvenirs affluent. Sébastien en avait saisi les meilleurs instants, notamment lorsque Nino venait ici en famille avec sa femme et sa mère, disparue en juin dernier. Il était très attaché à sa mère, on le voyait, et quand il était avec elle, ça se sentait, c'était indéniable ça. D'ailleurs, c'est une femme très bien. C'était quelqu'un de très sympathique, mais un caractère assez vif, quoi. Fallait pas trop le contrarier, ça c'est clair. Mais il avait une certaine tendresse pour les gens du village. Je crois qu'il aimait ce village et les gens qui avaient autour, sinon de toute façon il ne serait pas venu. Tant pis pour le sud, c'était pourtant bien. Un clin d'œil à Nino, chacun ici en éprouvait le besoin. Plus d'un million d'années. Quand il venait, on buvait un verre ensemble, on pouvait au moins parler avec lui, quoi. Vous l'appréciez, quoi. Voilà. C'est un mec simple, gentil. Un jour ou l'autre, il faudra qu'il y ait la guerre. Ici, l'image de Nino ne prendra jamais une ride, peut-être pour des millions d'années. Une polémique qui fait rage sur l'île de Ré. Depuis 1978, le site est classé monument historique. Les tentes, caravanes ou mobil-homes installés sur des terrains privés sont donc en principe prohibés. Jusque-là, on laissait faire, mais cette année, les maires ont quand même décidé de faire appliquer la loi. Et évidemment, tout le monde n'est pas d'accord. François Privat et Philippe Ritten. Apparemment, c'est un camping. En fait, ces tentes et ces caravanes sont implantées sur des propriétés privées. Et sur l'île de Ré, c'est totalement interdit, puisque depuis 1979, l'île est un site classé. 2000 campeurs, qui possèdent leur terrain depuis parfois plus de 30 ans, ont peur de perdre leur coin de paradis. Vous savez, nous on habite en appartement à côté de l'île, à Lambersart, et il y a pas mal de monde, alors ici, on vit ici. Hein. Ah, ouais. Paul Neveur est maire du village de la Couarde. Il a décidé, avec les autres élus de l'île, de faire appliquer la loi. Nous appliquons la loi, nous dressons procès verbal, ça ira chez le procureur, et puis le tribunal jugera. Et puis il y aura une astreinte financière qui, là, sera lourde. Donc les gens seront bien obligés d'évacuer, sinon ils seront obligés de payer, et c'est comme ça qu'on les tiendra. Il n'y a pas de police, il n'y a rien du tout, c'est pas là le problème. Régulièrement, les campeurs sur propriété privée manifestent. C'est clair, ils ne veulent pas quitter un terrain où souvent ils ont procédé à de nombreux aménagements. Envoyez-moi les CRS, envoyez-moi les gardes mobiles, je sais pas qui, mettez-moi une bombe. Mais pour l'instant, je suis là et je n'en bougerai pas. Selon la loi, seul le ministre de l'Environnement, Dominique Voynet, peut accorder des dérogations. On voudrait dire à Mme Voynet que en fait, la protection du site de l'île de Ré ne passe pas systématiquement par l'élimination des campeurs caravaniers sur parcelles privées. Que même avec des campeurs caravaniers sur parcelles privées dans l'île de Ré, le site peut être protégé et l'environnement aussi. L'association de défense des campeurs privés demande des regroupements de terrain, comme ici. Impossible, répondent les élus, c'est désormais illégal. Affaire compliquée, le vent n'a pas fini de souffler sur l'île de Ré. Et on a eu peur aujourd'hui sur la course en solitaire du Figaro. Bruno Jourdain s'est échoué au pied d'une falaise. Il a vu son bateau couler à 10 mètres de lui. Il faisait alors nuit noire et bien qu'il soit privé de l'usage de son bras droit depuis un accident de moto, le navigateur a réussi à escalader la falaise pour se faire élitreiller par les sauveteurs. Le récit de Christelle Bertrand. À 12 km de ces rochers de la pointe du pays de Galles, Bruno Jourdain s'est échoué vers 4 h du matin la nuit dernière. Ça s'est passé très vite, en un quart d'heure. À peu près un quart d'heure, j'ai talonné, et c'est-à-dire que j'ai touché.
Et j'ai pratiquement une entrée d'eau très rapide. Est-ce que vous avez baigné dans la mer? Quand j'ai vu que je ne pouvais pas sauver le bateau, j'ai dû sauter du bateau, puis aller à la nage jusqu'à un caillou qui était tout près, tout proche, à une vingtaine de mètres. Parti jeudi de Howth en Irlande, la deuxième étape de la solitaire du Figaro a pour arriver l'île de Groix. Mais pour le skipper français, la course s'est arrêtée au large des rochers de South Bishop Rocks. Jourdain a voulu s'assoupir un quart d'heure, mais il s'est endormi 1 heure. Réveillé en sursaut, il a juste eu le temps de sauter sur un caillou. J'ai attendu 5 heures sur le caillou, que la mer soit un peu moins forte pour rejoindre le rivage qui était à 20 de mètres. Sous la pluie, sans radio ni combinaison de sécurité, handicapé du bras droit, Jourdain a quand même pu lancer un appel de détresse. Le lendemain matin, les secours ont envoyé un hélicoptère des gardes-côtes qui ont sauvé le navigateur français. Jourdain a ensuite été transporté à l'hôpital de Swansea. Le marin de 35 ans est choqué, il a perdu son bateau, mais il est sain et sauf. Alors restons en mer avec ce qu'on pourrait appeler les records fous de l'été. Entre Steve Fossett et sa tentative de tour du monde en ballon, Bruno Perron, son record de traversée du Pacifique à la voile, et enfin Benoît Lecomte qui traverse lui l'Atlantique à la nage. Un seul point commun peut-être entre tous ces hommes, le goût du défi. Alain Dubas et Bernard Connor. L'histoire de 3 hommes qui couraient après un record. Le premier sur les vagues, Bruno Perron. Navigateur français a quitté Yokohama au Japon le 2 août dernier à bord du catamaran Explorer. Il tente le record de traversée du Pacifique Nord détenu par l'américain Steve Fossett. Steve Fossett, le deuxième homme qui lui vole au-dessus des nuages. L'aéronaute américain est en route pour sa 4e tentative de tour du monde sans escale en ballon. Pas de compétition entre ces 2 hommes. Pour preuve, ces quelques mots de Perron au milieu de l'Atlantique, relayés par la magie de la communication jusqu'au ballon de Steve. Je sais que tu es dans les airs au-dessus de moi, juste dessous avec ton ballon fou. J'espère que la vue est jolie avec la mer. Je pense être dans le Pacifique d'ici 2 jours. J'espère que tu pourras battre toi aussi ton record avec ton gros monstre. Le 3e, enfin, est porté par l'écume. Benoît Lecomte a entrepris de traverser l'Atlantique avec des palmes, un masque, un tuba et une combinaison afin de récolter des fonds au profit de l'Association internationale de recherche du cancer. À eux 3, ils forment la mémoire des records de l'été. Et puis un accident dans l'Ariège, un randonneur de 46 ans qui se trouvait sur un sentier a été écrasé par la chute d'un pont de neige. La veine du Titanic est loin d'être épuisée. La dernière opération en date consiste à remonter un morceau de l'épave, à montrer en direct à la télévision des images du bateau. Tout cela bien sûr à grand coup d'exclusivité. C'est une chaîne américaine qui a acheté les droits. Éric Vastio. La disparition de ces 1500 personnes, heureuses de traverser l'Atlantique, a fait le tour du monde. La légende du Titanic continue de fasciner, le public réclame du mythe. La société propriétaire de l'épave veut exposer les pièces du paquebot dans des musées, mais avant, il faut aller les chercher à 4 km de profondeur. C'est l'Ifremer qui s'en est chargé. Cette partie du pont des premières classes pèse 15 tonnes. Pour la ramener à la surface, l'Institut a accompli une prouesse technique. Cette pièce d'environ 15 tonnes est enfoncée dans la vase et il a fallu donc mettre des ballons gonflés de gazole, c'est-à-dire d'un liquide plus léger que l'eau, de façon à ce que la force ascensionnelle de ces ballons permette de l'amener jusqu'en surface. Cette fois, l'opération a réussi. En effet, il y a 2 ans, cette même pièce était retombée au fond de l'océan, à quelques mètres du navire qui devait l'arrimer. À bord du bateau de l'Ifremer, la tension était extrême. C'est une opération au risque, oui, parce que cette pièce, quand même, elle a un siècle, ça fait un siècle qu'elle est sous la mer, elle est extrêmement rouillée, et donc nous avons été extrêmement soulagés quand elle a pu être mise à bord en rentrant le portique. Un exploit pour le spectacle. Dimanche, la chaîne américaine Discovery devrait retransmettre en direct dans plus de 100 pays des images du Titanic tournées à 4000 mètres de profondeur. Si tout va bien, et si la météo le permet, en effet ce soir le vent souffle à 9 nœuds, c'est un nouvel avis de mauvais temps pour le Titanic. Le rendez-vous des vieux gréements à Douarnenez. 1 millier de bateaux sont sur place, classés par taille et par famille, avec un grand souci cette année, rendre hommage aux Cornouailles anglaises et aux bateaux de bois. On attend 50 000 visiteurs sur les quais de Douarnenez ce week-end. On vous en reparlera bien sûr plus longuement
demain. Sur la rive gauche des gorges du Verdon, autrement dit côté varois, c'est très important, les pompiers veillent du 1er juillet au 15 août quand la fréquentation des touristes est la plus forte. Ils sont là pour intervenir à tout moment. Pour cela, ils suivent un entraînement, vous allez le voir, très spécifique. Yasmina Farber et Diane Richard. Le site est vertigineux, un espace de liberté où les secours doivent parfois intervenir. Sur la falaise des Cavaliers, dans les gorges du Verdon, une équipe spécialisée de pompiers s'entraîne tous les jours. Ici, c'est un alpiniste en difficulté qu'il faut mettre en sécurité et remonter. La pique est de 120 mètres, tous les gestes sont étudiés. Allez, traction! Ces hommes font partie du GRIMP, le groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux. Les pompiers viennent de plusieurs casernes, leur point commun, un entraînement sur corde de 80 heures par an. Dans le vide, quand on se met en paroi, il faut franchement faire confiance au matériel. Faire aussi confiance aux éléments de l'équipe. Parce qu'on sait qu'on va mettre sa vie au bout de la corde, mais c'est peut-être le copain qui a installé le point d'ancrage. C'est devenu vraiment un site, on dira, grand public. Étant donné que nous avons une fréquence extrêmement importante. L'an dernier, nous avions comptabilisé entre 10h30 du matin et 14h l'après-midi environ 500 descentes. Des descentes et des chutes. Les touristes ne sont pas toujours équipés pour la randonnée en terrain glissant et caillouteux. Je n'avais pas préparé cette randonnée, cette promenade en fait. Donc là, c'est pour cette raison que je n'étais pas équipée. Tout l'après-midi, une équipe sillonne les sentiers qui descendent vers le Verdon. Une rivière dangereuse dont le débit varie selon les lâchers d'eau du barrage en amont. Le Verdon avec 13 mètres cubes secondes de débit. Et ça présente un risque au niveau des activités aquatiques des touristes qu'on rencontre ici, qui est non négligeable. Le courant est traître. Ce jeune garçon va dériver de 6 mètres avant d'arriver à brasser jusqu'à la rive. Un peu plus loin, cette jeune fille glisse sur les rochers, un grand classique. Donne la main. Allez, sors du courant. Dans le canyon, les pompiers jouent le rôle de sauveteurs, mais aussi de guides. Informer, c'est éviter les accidents. Il faut faire très attention, hein. Elle est petite pour attraper le câble. C'est pas un endroit où il faudrait l'emmener. Depuis le début de la saison, les pompiers du GRIMP ont réalisé 12 sauvetages importants et des dizaines d'interventions. Patrouille de forme de poste de secours et j'écoute. Voilà, on est presque à la sortie du chemin, là, pour nous, à RS. Il est 18h, la journée a été calme. Demain, les alpinistes et les randonneurs reprendront l'assaut du Verdon. Le salon du 4x4 s'ouvre demain à Val d'Isère et jusqu'au 23 août. Ce sera l'occasion pour vous de tester en situation ces voitures tout-terrain. Luc Bazizin et Claude Barnier nous présentent en avant-première les dernières créations de ce marché en forte expansion. A priori, voici de quoi est capable un vrai 4x4. Mais dans les faits, peu nombreux sont les propriétaires qui mettent leur machine à ce point à l'épreuve. D'ailleurs, les plus petits modèles comme celui-ci se rencontrent plus rarement sur les pistes de Val d'Isère et beaucoup plus souvent sur le goudron. Ce sont pourtant ces petits 4x4 de loisirs qui sont les plus vendus parce que les moins chers. Les gros baroudeurs, eux, se sont sophistiqués avec électronique et climatisation intégrée. Les utilisateurs achètent un 4x4 pour le côté loisir, pour le côté randonnée et grand volume. On va dire que ce sont des monospaces de grand loisir. Résultat, le prix peut atteindre 380 000 francs pour ce Toyota Station Wagon par exemple. Malgré une large utilisation du diesel, le tout-terrain ne semble pas souffrir du nouveau mode de calcul de la puissance fiscale, prenant en compte la pollution et la puissance réelle. Le nouveau calcul, la puissance fiscale est plutôt favorable au 4x4. La plupart des véhicules perdent 1 à 2 chevaux fiscaux, et même un modèle en particulier perd jusqu'à 5 chevaux fiscaux et le fait baisser de 2 tranches. De nouvelles énergies font donc leur apparition, comme le GPL. Tous les utilisateurs qui ont le GPL ont un réel avantage fiscal, le prix à la pompe bien sûr, mais il y a aussi pour des professionnels le fait de récupérer la TVA sur le GPL, etc. Il y a beaucoup d'avantages. Il y a même maintenant des préfectures qui font les cartes grises gratuites, enfin la vignette gratuite et d'autres avantages arriveront, j'en suis certain. Grande nouveauté en France, le 4x4 utilitaire qu'on appelle pick-up fait son entrée en force sur le marché. Je chauffe pas encore, on peut encore faire une descente.
Ces conditions extrêmes d'utilisation sont réservées aux professionnels et fortement déconseillées à tout autre conducteur. La deuxième journée du championnat de France de football avec 2 matchs avancés, Lyon-Toulouse et Lens-Lorient. Et Lyon, qui a déjà joué, vient de réaliser ce qu'on appelle un carton face à Toulouse. 6 buts à 1. 6 buts, on voit là les 3 premiers buts de Toulouse. Et ce qui est bien sûr de bon augure avant le premier tour de la Coupe d'Europe qui doit débuter en septembre. Demain au Parc des Princes, ce sera au tour du PSG de rencontrer Bastia, le PSG et sa grande recrue, le magicien nigérian Okocha, auteur d'un but fabuleux contre Bordeaux le week-end dernier. Son portrait avec Vincent Fourcade et Hervé Pozzo. Avant les clameurs du Parc des Princes demain soir, l'heure est aux célébrations pour un JJ Okocha visiblement surpris. À peine le temps d'avoir 25 ans pour la jeune star nigériane. Et direction le terrain d'entraînement du camp des loges, un cadeau sous le bras en plus. Il y avait un objet en bois pour mettre sur un meuble chez lui, petite statue, enfin petit objet. Seul inconvénient, JJ n'a encore nulle part où le ranger. Sa maison des Yvelines est en plein travaux sous la direction de sa femme et sa petite fille Julia, arrivée mardi. Emma, lui, ne quitte jamais longtemps. Augustine, les décisions, c'est en famille qu'on les prend, surtout quand il s'agit d'un transfert. Dès qu'il a appris sa venue ici, on en a parlé. Je lui ai demandé ce qu'il ressentait. Et il m'a dit qu'il était très heureux de venir. Mais les 2 frères ont également dû parler finances. Le transfert de JJ a coûté 100 millions de francs. Mais Augustine, lui, ne pense que football et victoire. Si je viens ici, c'est pour avoir de bons résultats. J'ai marqué un beau but la semaine dernière, mais ce n'est pas assez. Demain, JJ retrouvera ses fans pour son vrai début de saison contre Bastia. Et l'accueil sera, paraît-il, à la hauteur du talent qu'on lui prête. En Italie, l'enquête sur le dopage dans le monde du football a pris un rythme accéléré depuis les accusations lancées par l'entraîneur de l'AS Rome. Aujourd'hui, 2 vedettes de Parme, Dino Baggio et Enrico Chiesa, ont été entendues par le procureur de Bologne. Et pendant ce temps-là, la police a effectué plusieurs descentes dans une pharmacie de Bologne, ainsi que chez certains médecins sportifs, dont Alberto Barcozzi, un proche de l'encadrement technique de l'équipe de Parme. Ce soir, c'est bien sûr la Nuit des Étoiles sur France 2 à partir de 22h45 environ. Une 8e édition avec cette année le thème qui fait parler tous les scientifiques. Qu'en est-il de la présence d'eau dans l'univers après les découvertes sur la Lune et bien sûr sur Mars? Jean-Claude Alanic. Hergé avait vu juste, il y a bien de la glace sur la Lune, sûrement pas de quoi faire des glissades, mais suffisamment pour être exploité par de futures colonies terrestres. La découverte est récente, grâce au satellite Lunar Prospector, et selon la NASA, les réserves d'eau gelée enfouies dans la profondeur des pôles lunaires représenteraient l'équivalent d'un lac de 10 km² sur 10 mètres de profondeur. De l'eau sur Mars, il y en avait aussi il y a un peu plus de 4 milliards d'années, au moment même où la vie apparaissait sur la Terre. En explorant le sol martien, Rocky, le petit robot, l'a confirmé, ces rochers érodés de la vallée d'Arès ont bien été balayés par des flots torrentiels. Autrement dit, une forme de vie primitive a sans doute existé sur Mars. Une vie qui apparaîtra peut-être un jour sur d'autres planètes et dans d'autres galaxies, car de l'eau, on commence à en trouver partout, comme récemment dans le nuage d'Orion. Le satellite européen ISO vient d'y mesurer d'énormes quantités de vapeur d'eau, ce qui veut dire des molécules d'oxygène et des molécules d'hydrogène, constitutives de la vie. Une autre vie extraterrestre serait donc possible, et ce n'est plus vraiment de la science-fiction. Alors Claude Sérillon, bonsoir, vous êtes à Toulouse pour présenter cette fameuse Nuit des Étoiles. On parlait de Tintin tout à l'heure, vous, si je puis me permettre, c'est plutôt tournesol sous la pluie, non? Oui, c'est ça. Vous prenez votre Bermuda que vous aimez beaucoup, puis vous venez avec nous. Il a fait très chaud à Toulouse ici, mais la magie de la télévision, vous savez qu'on ne surfuse rien à France 2, c'est de faire pleuvoir pour parler de l'eau. Car nous allons parler de l'eau et plus sérieusement, comme vient de le rappeler Jean-Claude Alanic. Pourquoi? Parce que c'est peut-être toute la signification de nos origines. Et nous le ferons tout au long de cette 8e édition de la Nuit des Étoiles, ici en direct de la Cité de l'Espace à Toulouse, où nous nous trouvons depuis l'année dernière. L'année dernière aussi, on avait fait cette Nuit des Étoiles. Alors, je vais m'éloigner un petit peu, je vais laisser ce
parapluie et retrouver Hubert Reeves, qui est celui qui nous accompagne chaque année pour la Nuit des Étoiles. Hubert, nous avons choisi de parler de l'eau et des origines de la vie à travers l'eau. Pourquoi est-ce que c'est aussi essentiel ? Bon, c'est une question, c'est une enquête qui est extrêmement intéressante. Nous sommes reliés par notre nature, par notre corps, par notre existence, par notre vie. Nous sommes reliés à la présence de l'eau sur la Terre, présence de l'eau liquide, bien sûr. Et d'une part, on aimerait savoir s'il y a ailleurs de l'eau liquide. Et là, il y a des résultats nouveaux qui semblent indiquer que c'est peut-être le cas. Et deuxièmement, la deuxième question, c'est d'où vient cette eau? Quelle est son origine? Dans quel phénomène astronomique, planétaire, est-ce qu'elle s'est formée? Et comment est-ce qu'elle a été transportée? Comment est-ce qu'elle s'est transportée jusqu'à notre planète? Hubert Reeves, c'est le sujet de notre grande enquête. Si je puis me permettre, Hubert Reeves, on a dit qu'on croyait qu'il y avait des traces d'organismes vivants sur la planète rouge, sur Mars, et puis on vient d'apprendre, paraît-il, qu'en fait, il n'en était rien. Oui, c'est une fausse rumeur et on le savait d'ailleurs depuis le début. Cette nouvelle a été annoncée avec un tel éclat par le président Clinton lui-même que tous les scientifiques se sont méfiés. Oui, il ne dit pas toujours la vérité, paraît-il, enfin, c'est ce qu'on dit. Oui. Hein? Et en fait, personne n'y croyait vraiment. Et ce démenti, il était plus qu'attendu. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment pris des éléments qui étaient loin d'être probants. Alors Benoît, grâce à Jean Cazenave et à toute l'équipe qui a réalisé cette 8e Nuit des Étoiles, tous les téléspectateurs pourront à partir de maintenant téléphoner, soit via France Info, via le Minitel 3615 code 32, via l'adresse internet qui va s'écrire, Jean Cazenave va vous le montrer, pourront poser des questions pendant les 3 heures de cette 8e Nuit des Étoiles, ici en direct de la Cité de l'Espace à Toulouse, où il a fait encore une fois très chaud. Mais il y a un événement dans cette Cité de l'Espace cette année, c'est la présence d'un modèle de Mir, c'est-à-dire c'est exactement celui où l'astronaute français Tonini s'était déplacé, était allé voler au-dessus de nos têtes. Et nous avons à nos côtés non seulement Jeffrey Hoffman qui représente la NASA en Europe, qui nous parlera de lui de ses vols dans la navette, mais aussi Léopold Eyarts qui est le dernier français, c'était au mois de janvier, Léopold, que vous avez fait ce séjour de 3 semaines à l'intérieur de Mir. C'est ça, bonsoir. Effectivement, je suis parti le 31 janvier et je suis revenu le 19 février, donc c'était un vol de 3 semaines. Alors nous parlerons de Mir en le visitant avec Patrick Esther, vous nous montrerez comment vous avez vécu à l'intérieur de Mir. Mais Mir, c'est presque la fin d'une époque et ça en annonce une autre. Effectivement, c'est la fin d'une longue époque puisque la station est en vol depuis 12 ans. Elle est née sous l'Union soviétique, elle a ensuite grandi sous la Russie et puis aujourd'hui elle permet de préparer la coopération internationale qui sera le cadre de la station internationale. Voilà pour le menu de cette 8e Nuit des Étoiles, c'est à partir, comme vous le dites, de 22h45. Donc c'est encore une fois la seule émission de télévision qui dit à tout le monde de sortir pour regarder les étoiles. En même temps, vous gardez une oreille sur le poste, sur France 2 en direct, sur France Info aussi. Et vous avez 200 sites en France. L'année dernière, c'était des dizaines et dizaines de milliers de personnes qui avaient suivi cette Nuit des Étoiles. Donc je donne rendez-vous à tout le monde. Et à vous aussi, bien sûr, Benoît, parce que je sais que vous aimez beaucoup les étoiles. Oh, j'adore les étoiles. Merci, en tout cas, je crois que vous avez tout dit, et puis on gardera ça ce soir. Nous vous parlions mardi du décès d'Yves Montsergent, qui a choisi de nous quitter à l'âge de 63 ans. Yves Montsergent n'était pas seulement un grand professionnel, qui avait commencé sa carrière à la RTF en 58 pour devenir l'un des meilleurs caméramans. C'était aussi un excellent camarade, et pour certains un ami. Ses obsèques ont eu lieu ce matin en Bretagne, ce soir. Alors que nous faisons le dernier journal en direct de nos locaux de l'avenue Montaigne, eh bien nous pensons beaucoup à lui. Voilà, c'est la fin de ce journal. Je vous rappelle les principaux titres. Un grave accident sur l'autoroute A11. Un camion citerne rempli d'essence se couche sur la chaussée. Il prend feu. Il y a 3 morts. Bison Futé annonce un week-end particulièrement chargé dans le sens des retours à leur prudence. Et puis au Congo, la chute de Kinshasa paraît être une question d'heure ou de jour. La France et l'Angleterre demandent à leurs ressortissants de quitter le pays. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec Isabelle Martinet pour le point route, ainsi qu'avec Patrice Drevet pour la météo. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain soir à 20h, mais dans un autre lieu, puisque, vous le savez sans doute, nous quittons ces locaux et ce studio de l'avenue Montaigne, ce fameux studio que vous allez peut-être pouvoir découvrir, en tout cas voir l'envers de ce décor qui
aura supporté tant de journaux, ce studio 20 ou studio Pierre Sabag, eh bien nous allons le quitter. Demain vous nous retrouverez dans un autre studio qui, ma foi, du point de vue du décor ressemblera tout à fait à celui-là, mais dans des locaux du point de vue de la technique seront complètement révolutionnaires. Nous aurons bien sûr l'occasion de vous parler de tout ça, de vous montrer tout ça, de vous faire visiter ce nouveau siège demain de France Télévisions. En tout cas, je vous souhaite pour l'instant une bonne soirée sur France 2 avec La Nuit des Étoiles.